être un pays aujourd'hui est une condition pour être souverain, mais pas une condition suffisante pour être souverain. C'est quoi être souverain, selon Farnell? Il y a des gens qui vont dire que la souveraineté, c'est nécessairement que le Québec se sépare de la Fédération canadienne. J'embarque pas tant là-dedans. Je veux renégocier l'entente avec le Canada, certainement. Je pense que tout le monde au Québec voudrait faire ça, mais je pense pas qu'on est obligé de se rendre là. Le peuple québécois a-t-il été colonisé ou dominé? Alors, je pense pas que tu peux entièrement te dissocier du colonialisme en disant j'adopte l'identité québécoise, parce que l'identité québécoise, malheureusement, malgré les efforts soutenus, continus, qu'on doit continuer à avancer du peuple québécois, a encore certaines pratiques colonialistes. Quand Jean-François Breberge dit que vous ne pensez pas que ce projet de loi va permettre aux femmes qui sont forcées de porter ce voile-là de pouvoir utiliser ça comme excuse d'enlever son voile, il est en train d'agir comme ministre qui est supposé d'être neutre. C'est ça que je veux dire par neutralité. Ça c'est un espèce d'arnaque politique. Ça, c'est une stratégie politique qui est vieille comme le monde. Il faut quand même comprendre, par exemple, que quelqu'un qui représente l'autorité, c'est-à-dire la capacité de l'État d'appliquer la force, la violence contre nous de façon légale, cette personne-là, je pense, doit s'habiller de façon à ne pas projeter l'idée qu'elle agit selon une certaine idéologie qui n'est pas l'idéologie de l'État. Je suis en désaccord avec toi ici, mais sauf qu'on est là pour dialoguer. Pourquoi est-ce que tu penses qu'au Québec, on devrait avoir ça, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là? Avant qu'on débute, petit rappel super important pour nous. Prenez 2 secondes pour liker la page, vous abonner, partager l'épisode à vos amis et votre famille et laisser un commentaire. Ça nous aide énormément avec l'algorithme et ça permet au balado de rejoindre plus de monde. Merci pour le soutien. On commence. Québécois, Canadiens, souveraineté, valeurs, laïcité, droit, démocratie, colonisation, nation autochtone. Ce sont des mots qu'on entend chaque jour, mais parlons-nous vraiment de la même chose quand on les utilise? Comment peut-on se comprendre si chacun donne à ces mots sa propre définition? Est-ce que nos désaccords viennent des idées ou des mots eux-mêmes? Cette réflexion s'inspire d'un TEDx présenté en 2014 par notre invité sur les mots qui nous divisent. Aujourd'hui à ALP, nous recevons Farnell Morisset, ingénieur diplômé de l'Université de Laval, avocat diplômé de l'Université de McGill et créateur de contenu québécois, suivi par plus de 120 000 personnes sur les réseaux sociaux où il vulgarise le droit, l'économie et l'actualité politique. Essayons ensemble de voir si derrière ces tensions se cachent tout simplement des malentendus ou quelque chose de plus profond. Débutons par la personne. Au risque d'être indiscret, je suis monté sur ta page Wikipédia et j'ai vu que ton nom, c'est Simon Farnell Morisset. Michel William Alexandre Simon Farnell Morisset. Exactement. Oui. Donc, ma question, pourquoi Farnell? C'est le nom de famille de ma mère, d'abord. Et c'est pas sorcier. Ma première journée au cégep, j'arrive à mon premier cours, vingtaine de personnes dans la classe. On était 8 Simon. Alors, il y a 8 Simons qui sont rentrés dans cette classe-là. Il n'y en a aucun qui sont sortis. La première journée, première impression au cégep, j'ai changé de nom parce que dans ma première classe, c'était trop commun. Ma famille m'appelle encore Simon. C'est sûr que c'est le nom de famille de ma mère. Alors, ça serait très étrange qu'elle m'appelle par son nom de famille. Mais ça fait plus que 20 ans maintenant que toute ma vie public, personnel, mes amis, mes copines m'appellent tous Farnell. J'ai même eu un petit moment un peu comique quand je suis allé à New York parce que là, je m'inscrive au barreau. Et sans même y penser, j'ai écrit first name Farnell, last name Morisset. Et quand j'ai envoyé tous mes documents officiels, le barreau de New York a réalisé que c'était pas le même nom. Puis là, il pensait que je faisais peut-être de la fraude sur l'identité. Alors, j'ai été obligé d'écrire une lettre qui explique la situation, de passer dans le comité de révision, ils m'ont posé des questions là-dessus aussi. Mais c'est rien de sorcier, là. C'est vraiment juste... première journée de cégep, changer de nom parce qu'il y en avait trop qui avaient le même nom. Ouais. Donc, au Liban, ils ont le même problème avec le prénom Ali ou Mohamed. OK. Probablement, j'imagine. Oui. OK. Je me suis inspiré un peu de ton TEDx que tu as fait en 2014 pour la thématique d'aujourd'hui. Les mots qui nous divisent. Dans le fond, commençons par le mot québécois. C'est quoi être québécois pour Farnell? D'abord, reconnaissons que ça veut dire au moins 3 choses différentes dans la façon qu'on en parle publiquement. Parce que la confusion, je pense, vient de là. Si tu poses la question, c'est parce qu'il y a une question à poser. Alors, pour certaines personnes, le mot québécois, c'est un mot strictement civique. Un Québécois, c'est quelqu'un qui habite au Québec. Alors, à même titre qu'un Manitobain, c'est quelqu'un qui habite au Manitoba. Il y a des personnes pour qui le mot québécois est un terme qu'on pourrait dire
ethnique, dans le sens, un Québécois, c'est quelqu'un qui est au moins majoritairement un descendant des premiers colons français qui se sont intermariés avec des peuples autochtones, avec certains anglophones qui sont venus aussi, avec d'autres peuples, mais essentiellement les premiers colons européens dans la vallée du Saint-Laurent. Et il y a des personnes pour qui le mot québécois désigne une identité culturelle. Alors que peu importe d'où viennent les ancêtres d'une personne, si une personne adopte l'ensemble d'un bagage culturel, de valeurs, de comportement, il est québécois. Alors, on pourrait généralement parler d'un immigrant qui a pleinement assimilé, par exemple, un Québécois. Et ça se peut qu'il y ait une combinaison des trois aussi. Moi, je dirais, j'abonde surtout dans le sens du premier. Un Québécois, c'est une identité civique. C'est une personne qui habite au Québec, qui est sujet aux lois, aux coutumes, aux normes des pratiques de la société québécoise. Et un peu aussi à la troisième, qui est à dire, c'est aussi, je crois, une identité culturelle qu'on n'est pas obligé de pleinement adopter, mais dans laquelle il faut au moins faire un effort pour s'intégrer, pour participer à l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la nation québécoise. Et la nation québécoise existe, je pense, aussi au point d'intersection entre la première identité et la troisième. Je rejette d'emblée la notion de la deuxième identité, que Québécois est une identité ethnique. On a déjà eu des termes différents pour ça dans le passé. On parlait par exemple des Laurentiens pour le peuple du Saint-Laurent, où il y avait d'autres étymologies du terme. Alors, ma réponse, c'est ça. C'est à la fois une identité civique qui est interreliée à une identité culturelle. J'en ai parlé un peu avec les gars de Génération Oui. Puis, je pense qu'ils sont un peu d'accord avec toi par rapport à ça. Cependant, tu ne penses pas que quand le Québécois ne choisit pas la définition d'eux, il est en train de se séparer de cette histoire de colon? Je crois pas, non, parce que la notion le terme québécois pour désigner un peuple n'existait pas avant la Révolution tranquille, avant les années 60 environ. Même le terme pour désigner justement une identité qui est pas strictement liée à un territoire puis une organisation politique du gouvernement du Québec existait essentiellement pas avant. Pas pour dire qu'il n'y a pas du colonialisme présentement, il y en a. Juste la semaine passée, l'Assemblée nationale a refusé d'inviter des chefs autochtones parce qu'ils n'étaient pas confortables avec la présence d'un bâton. T'sais, il y a encore des pratiques colonialistes aujourd'hui. Eagle Bat. Le Eagle Staff, oui. Eagle Staff, oui. Alors, il y a encore du colonialisme aujourd'hui qui est perpétué par l'État québécois, qui est perpétué par certaines pratiques, certaines lois québécoises. Il faut le reconnaître. Alors, je ne pense pas que tu peux entièrement te dissocier du colonialisme en disant « j'adopte l'identité québécoise », parce que l'identité québécoise, malheureusement, malgré les efforts soutenus continus qu'on doit continuer à avancer du peuple québécois, a encore certaines pratiques colonialistes. Je ne veux pas t'interrompre, oui. Mais ce que je veux dire en soi, tu assumes que tu es toujours lié à ta définition numéro 2. Ce passé colonialiste est toujours lié à la définition 2. Donc, le français canadien qui est devenu québécois était un colon et il pratique une sorte de colonialisme aujourd'hui. C'est une bonne façon d'aborder la question parce que oui, il le pratique encore aujourd'hui. Mais je pense que derrière ta question, c'est est-ce que l'identité québécoise qui rejette, disons, l'identité ethnique canadienne-française, essaye pas aussi de rejeter son passé colonial? Je crois pas que c'est le cas parce que d'un, malheureusement, il est importé, mais de deux, la plupart des gens qui adoptent l'identité québécoise, au premier ou au troisième sens, ne rejettent pas leur appartenance historique, ethnique, que moi, j'utilise le terme laurentien pour pouvoir désigner, disons, ce que certaines personnes appellent les deux souches. Alors, les deux identités existent ensemble dans les gens qui possèdent les deux identités. Alors, c'est pas un rejet de ce passé-là, c'est pas une façon d'essayer de se dissocier ou se déculpabiliser, même si je pense pas qu'on devrait se voir de façon coupable, mais disons, se déresponsabiliser de l'héritage ethnoculturel qu'on pourrait identifier à ce qu'on appelle les Québécois de souche, les Laurentiens, peut exister avec une identité qui est axée sur le futur de l'identité québécoise. On va revenir au colonialisme. Je veux continuer avec les mots culture et valeurs québécoises. C'est quoi les cultures et les valeurs québécoises selon Farnell? Ça aussi, c'est une très bonne question. J'ai une notion que je crois qui est très importante, qui a un peu été évacuée
la discussion sur la valeur et la culture québécoise, c'est ce que Karl Popper appelait le bran tub, qu'on pourrait dire le bassin d'avoine. Ça, c'est un vieux jeu anglais où on remplissait un bassin de grains et on mettait quelques jouets à l'intérieur et les enfants rentraient leurs mains et essayaient de trouver des jouets. On ne sait pas ce qu'il y a dans le bassin, mais on sait que ce qu'on sort du bassin était nécessairement dans le bassin. Alors, il y a de tout dans la culture, dans les valeurs québécoises. Je pense fondamentalement, par exemple, que la dissidence contre le pouvoir est bien ancrée dans les valeurs québécoises, est bien ancrée dans la culture québécoise. À quelque part, l'existence même du Québec aujourd'hui est le résultat, est le fruit d'une dissidence contre un pouvoir qui a tenté d'effacer cette identité-là. Ce qui fait que quand certains politiciens, certains groupes politiques, certains groupes d'identité mettent de l'avant certaines valeurs, par exemple dire l'assimilation à la culture post-catholique, laïque, telle qu'elle est comprise, est nécessaire. Je pense que c'est pas faux. C'est en effet dans le bassin, mais il y a aussi dans le bassin des valeurs de refus de l'autorité, des valeurs de multiculturalisme. Je veux dire, encore une fois, si on retourne dans l'histoire, le Québec, en tant qu'entité politique, est né d'un compromis entre une autorité coloniale qui exigeait, par exemple, d'être membre de la religion anglicane pour pouvoir tenir des postes, et une réalité pratique d'une population qui était largement catholique. Alors, une des toutes premières choses qui a mené à la création du Québec moderne, c'était un compromis multiculturel. Est-ce que ça veut dire que le multiculturalisme à la canadienne, ou malheureusement, ça mène des fois à la création de ghettos, est une valeur québécoise? Ça, je ne crois pas non plus. Mais on peut toujours aller chercher plein d'éléments pour dire voici la culture québécoise ou voici la culture québécoise. Et si on ne fait pas attention, il y a des groupes politiques qui vont aller chercher seulement les choses qui sont à leur avantage à eux et dire voici la culture québécoise et mettre de côté tout ce qui ne fait pas partie de ce qu'eux poussent comme valeur québécoise. Alors, ils vont mettre de côté la dissidence comme valeur québécoise, même si c'en est une. Ils vont mettre de côté la tolérance, l'ouverture à une pluriculturalité au nom de leurs propres intérêts historiques et politiques, et il faut faire attention avec ça. Mais je ne sais pas si tu as remarqué que tu as utilisé ici valeur et culture comme si c'était comme s'ils sont un peu interchangeables. Oui. Je pense qu'ils sont connectés, pas tout à fait interchangeables, mais connectés certainement. Ouais, oui. Donc, si moi je dirais par exemple, est-ce que la langue française, c'est une valeur québécoise ou c'est juste quelque chose de culturel? Les deux. Dans ce cas-ci, je pense que c'est une valeur québécoise. Le consensus social qui se dégage assez clairement de n'importe qui prend un regard d'ensemble de la culture québécoise et de l'action des Québécois démontre qu'il y a un intérêt poussé pour défendre le français, pour assurer la pérennité du français, l'évolution du français. Ce qui fait que ça ne fait pas seulement partie de la culture, c'est pas juste quelque chose qui est, c'est aussi une valeur, c'est quelque chose qu'on perçoit comme devant être. Alors, on veut bouger dans cette direction-là. Mm-hmm. Okay. Donc, en passant à l'autre mot, c'est quoi être souverain, selon Farnell? Ça, c'est comme plusieurs termes, ça va dépendre de son contexte. Je veux dire, moi, je me considère souverain sur moi-même, dans le sens où la seule autorité que je dois absolument suivre, c'est celle qui émane de ma conscience. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas qu'il y a d'autres forces qui vont impliquer des conséquences à mes choix. Mm-hmm. Je peux reconnaître la légitimité légale, la légitimité morale d'autres forces, mm-hmm. mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas souverain sur moi-même pour autant. Mm-hmm. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que la souveraineté, c'est nécessairement que le Québec se sépare de la Fédération canadienne. J'embarque pas tant là-dedans. Je veux renégocier l'entente avec le Canada, certainement. Je pense que peut-être tout le monde au Québec voudrait faire ça, mais je pense pas qu'on est obligé de se rendre là. Il y a aussi, je veux dire, la façon que la Constitution canadienne présentement est écrite, le Québec est explicitement souverain sur tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867, dont par exemple l'administration des hôpitaux, l'administration de la justice, et tous les sujets qui sont des compétences provinciales, le Québec est déjà souverain là-dessus. Alors souverain, si on veut revenir au mot, ça veut dire pas redevable à une autorité supérieure à un autre. OK. Mais, donc, si on veut le simplifier comme mot, je pense que ce serait qui a le dernier mot quand il y a un désaccord. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le dernier mot? Le dernier mot, c'est que ce soit au niveau économique, militaire ou juridique,
moi et toi, on est assis sur la table, puis on est en désaccord, c'est moi qui peux prendre cette décision-là. Ouais, c'est que le dernier mot est toujours qualifié par le temps. Si tu as un fusil, puis tu me pointes le fusil dans le face, puis tu dis « donne-moi ton portefeuille », pour les 5 prochaines minutes, tu as le dernier mot. Mais pour les 5 prochains jours, probablement pas. Alors, c'est pour ça que j'hésite à dire qu'être souverain, c'est avoir le dernier mot, parce que le dernier mot est toujours en renégociation. OK. Poursuivre sur ça, mais sauf que je veux continuer sur le mot souverain. Tu as laissé passer, puis dans les podcasts que j'ai écoutés de Farnell, tu n'étais pas nécessairement d'accord avec que Québec, présentement du moins, devienne un pays. Pourquoi pas? D'abord, parce que je ne crois pas que c'est dans les intérêts de la nation québécoise. Ça, je sais que ça choque beaucoup de gens quand je dis ça, mais c'est ma position. Je suis très sensible à l'ensemble des enjeux auxquels la nation québécoise fait face présentement. Comme je disais, je crois que la Fédération canadienne a besoin d'être renégociée. Et c'est un idéal qui est totalement légitime. Je suis quelqu'un qui se trouve toujours à faire l'équilibre entre l'idéal et le pragmatique, c'est-à-dire ce qui est parfait et ce qui est possible. Je crains que dans les projets actuels proposés politiquement de souveraineté du Québec mènent à une refonte du Québec que j'aurai de la misère à reconnaître et dans laquelle je ne me sentirai pas tout à fait confortable. D'abord, si on regarde de façon purement pragmatique, le projet de souveraineté le plus politiquement avancé présentement, celui du Parti québécois, propose de faire la souveraineté d'une façon qui revient essentiellement, selon moi, à dire le Conseil des ministres et le Premier ministre demandent aux Québécois, à toute fin pratique, une carte blanche légale. Dire, faites-nous confiance, voici notre plan. Et il présente un plan, mais le plan n'a aucune force légale. Le plan, c'est essentiellement des aspirations. Et le gouvernement pourra faire ce qu'il veut. Il promet de consulter, mais c'est lui qui va contrôler les consultations. Il promet d'assurer certains droits qu'il ne précise pas. C'est donner trop de pouvoir à un petit groupe de personnes. Et je pense que l'expérience humaine à travers toute l'histoire nous montre que quand il y a trop de pouvoir entre les mains de trop peu de gens, avec trop peu de balises, ça ramène rarement à quelque chose de bien. Même quand ces gens-là ont les meilleures intentions au monde, en pratique, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Même quand on vote pour ces gens-là? Même quand on vote pour ces gens-là. Je ne pense pas que le fait de voter veut dire qu'on se ferme les yeux par la suite. L'autre raison qui dépasse le strict projet, c'est que le contexte géopolitique mondial, présentement, est pas du tout favorable à l'émergence, à l'ensemble du travail et à l'instabilité nécessaire et légitime qui viendrait avec une séparation de la Fédération canadienne. C'est pas pour rien que l'administration Trump est en discussion pour financer, pour appuyer un mouvement souverainiste albertain. C'est pas pour rien non plus qu'on voit Paul Saint-Pierre Plamondon se ranger systématiquement du côté de l'administration Trump dans ses déclarations, à dire que les plus grandes menaces, le Canada s'allie à la Chine, le Canada se rapproche d'autres grandes superpuissances, sans jamais parler de l'ingérence évidente qui commence à venir chez nous des États-Unis. C'est parce que il sait, puis il est un peu tenu à ça, je suis sûr que ça ne lui fait pas plaisir, mais il sait que si jamais il arrive à une situation où il gagne un référendum, l'appui des États-Unis va être absolument nécessaire. Alors, il est obligé de se coller aux États-Unis. Et une fois que toute cette instabilité-là arrive, et soyons clairs, il va avoir de l'instabilité, même Paul Saint-Pierre Plamondon le reconnaît, il va avoir une grande instabilité pour à peu près 10 ans. Où est-ce que ça va finir? Je ne sais pas. Et avec toute l'incertitude dans le monde présentement, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de normes internationales. Se lancer à 8 millions dans toute cette instabilité-là, quand on a un voisin à côté qui se lèche les babines en nous regardant, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je ne pense pas que ça va mener à l'épanouissement du peuple québécois. Je pense qu'à long terme, ça va profondément changer le peuple québécois d'une façon qui ne serait pas favorable pour nous. OK. J'avais écrit une question ici, puis je pense que tu as répondu là-dessus. Peut-on être réellement souverain sans devenir un pays? Bien, ça revient à ma notion de la souveraineté. Selon moi, la souveraineté, c'est pas juste strictement une question politique. La souveraineté, c'est quelle autorité est-ce qu'on respecte? La réponse stricte, c'est non. On ne peut pas être entièrement souverain politiquement sans être un pays. Mais même là, je dirais, la majorité des pays au monde présentement ne sont pas souverains. Parce que c'est la triste réalité. Mais même le Canada, présentement,
n'est pas capable d'entièrement résister aux pressions internationales mises par les États-Unis. Si les États-Unis, demain matin, disent au Canada, vous devez faire ça, sinon on ferme la frontière, bien, le Canada va le faire. Et ce qu'on voit présentement, c'est les débuts de tentation de faire ça, et le Canada qui est en train de faire des pieds et des mains pour essayer de se rattraper, pour se tisser des liens économiques, politiques, militaires avec d'autres pays, pour essayer de se dissocier de ça. Mais je veux dire, même être un pays aujourd'hui est une condition pour être souverain, mais pas une condition suffisante pour être souverain. Alors, je ne crois pas qu'être un pays mène nécessairement à la souveraineté qu'on s'imagine. Mais des critiques diront qu'au moins, pour protéger sa culture, la condition suprême, ce serait d'être souverain. Je crois pas. Regardez l'Écosse. Le monde au complet reconnaît la culture écossaise comme étant de façon distinctement écossaise. Il n'y a personne qui va regarder une cornemuse, un kilt et dire « voilà un Anglais ». On peut donner plein d'autres exemples à travers le monde de groupes de gens qui sont politiquement affiliés à une entité politique plus large. Les Écossais ne veulent pas avoir quand on leur a demandé, je veux dire, une minorité d'Écossais le veulent, la majorité d'Écossais ne le veulent pas. Mais les Catalanais le veulent, par exemple. J'aimerais vraiment que les Catalanais puissent avoir un référendum légal et clair sur la question. Je pense que C'était pas clair il y a quelques années? Le référendum, le référendum n'a pas été reconnu et il y a eu beaucoup d'ingérence par le gouvernement espagnol plus large. Je veux dire, c'est difficile de dire que ton référendum va être reconnu quand les autorités disent qu'il est illégal. Alors, je pense pas qu'en tant qu'exercice de consultation de la volonté de l'ensemble des Catalanais, c'est concluant. Je crois qu'il devrait avoir cet exercice-là, par exemple, parce qu'il semble vraiment avoir un mouvement pour ça. Je ne suis pas contre l'existence de référendum. Je pense que c'est une bonne chose, consulter un peuple pour savoir est-ce qu'il veut continuer à être politiquement associé à un autre peuple ou pas. Pour poursuivre sur ça, tu te rappelles-tu des résultats qu'il y a eu? Les chiffres exacts, non, mais encore une fois... Je pense que c'était une grande majorité qui veut dire oui. Mais c'est une grande majorité qui vote oui quand le gouvernement espagnol dit aux loyalistes espagnols « n'allez pas voter, le vote n'est pas légal », qu'est-ce que ça vaut vraiment? Je pense qu'il faut qu'il y ait un exercice libre et entièrement libre pour le savoir. Et je suis complètement favorable à ça, là, dans des conditions libres aussi, dans des conditions où tout le monde dit d'avance, on va reconnaître le résultat. Je vais continuer par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on peut se sentir Canadien et non Québécois? Oui, il y a certainement plusieurs Canadiens qui se sentent Canadiens et non Québécois, dont, je veux dire, les Canadiens qui existent, qui vivent à l'extérieur du Québec. Non, je parle des Québécois canadiens. Ben, je veux dire, si c'est possible pour un Ontarien de se sentir Canadien, je vois pas pourquoi ce serait pas possible pour un Québécois. OK, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il pourrait se sentir plus Canadien que Québécois? Est-ce que c'est certainement possible? Oui. Okay. C'est pas mon sentiment, mais je reconnais que dans l'ensemble des façons qu'une personne peut se concevoir, c'est possible, oui. Parce que je le vois surtout après, et ça venait avec le prochain mot qu'on va définir ensemble, je le vois surtout dans ma communauté, après les séries de lois qu'ils ont essayé de passer par rapport à la laïcité, que plusieurs personnes qui ont grandi comme Québécois, qui se sentaient Québécois, maintenant se voient de plus en plus Canadiens que Québécois. Dû, par exemple, à la loi 21, et maintenant, de la manière qu'on parle des prochains projets de loi, de la loi 9 et la loi 94, et ça m'apporte au prochain mot, qui est la laïcité. Selon toi, c'est quoi la laïcité? Je peux juste prendre un pas de recul sur ce que tu viens de dire avant, parce que rappelons-nous que le gouvernement actuel, oui, qui a probablement une des majorités historiques les plus importantes à l'Assemblée nationale, a été élu par 27 % des électeurs inscrits. 41 % des électeurs qui ont voté, mais 27 % des électeurs inscrits. Alors, même si on prend le chiffre de 41, on dit que les abstentions ont toujours tort. Je ne pense pas que c'est une bonne façon de voir la démocratie, mais mettons. Ça reste que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Après ça, on peut regarder, est-ce que si on regarde les sondages, est-ce que les gens se disent généralement favorables au projet de loi? Il y en a qui vont dire oui. Mais est-ce que c'est un sondage, si on passait les articles un par un, est-ce qu'on aurait vraiment une majorité des Québécois qui sont favorables à chacune des propositions, chaque article de ces projets de loi-là? Je ne crois pas. Et si on prenait le temps après ça pour leur expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire, je crois encore moins. Alors, je comprends les membres de ta communauté de regarder ce qui se passe et de dire, voyons donc, les Québécois sont en train de nous rejeter. Mais les Québécois, dans leur ensemble, ne sont pas en train de vous rejeter. Les institutions de pouvoir qui, eux, retirent leur mandat d'une minorité,
et qui agissent souvent de façon pas entièrement à l'intérieur d'un mandat qui leur a été donné par le peuple, eux peut-être agissent contraire à vos intérêts. Mais le peuple québécois dans son ensemble, non. Fin du pas de recul. La laïcité. La laïcité, c'est pas compliqué. Elle a été définie dans la loi sur la laïcité de l'État. La laïcité, ça veut dire la neutralité religieuse des représentants de l'État. Puis après ça, on a un long, gros débat à savoir qui est un représentant de l'État, qui ne l'est pas. Alors, la neutralité religieuse de l'État et de ses représentants et la liberté religieuse, liberté de conscience égale de tous les citoyens. Pour moi, la laïcité, c'est ça. Et c'est pas juste pour moi. C'est ce qui est écrit dans la loi québécoise qui a été adoptée. Et ces principes-là, je crois, font un consensus à travers le Québec. OK. Mais tu as mentionné la neutralité. Quand le ministre Jean-François Roberge parle d'émancipation de la femme durant les consultations des projets de loi 9 et 94, est-ce qu'il est en train d'être neutre? Je pense pas que la neutralité au niveau individuel est possible. Alors, je ne crois pas que M. Roberge, individuellement, est en train d'être neutre, mais je crois que personne... Mais quand il représente l'État, puis il parle de cette manière-là en tant que tel. Ben, la notion de l'émancipation des femmes, je pense qu'on n'est peut-être pas aligné sur qu'est-ce que ça veut dire être neutre. Qu'est-ce que ça veut dire être neutre pour toi? Par exemple, quelqu'un entre avec un voile, ou il ne veut pas qu'il entre avec un voile. La personne, pourquoi elle le porte, ça ne devrait pas être quelque chose que moi et toi, on devrait débattre. Je pense pas que c'est la responsabilité de l'État ni la place de l'État de dire à des citoyens privés qu'est-ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas porter, sauf s'il y a des questions de sécurité en jeu. Exact. Quand Jean-François Roberge il dit que vous ne pensez pas que ce projet de loi va permettre aux femmes qui sont forcées de porter ce voile-là de pouvoir utiliser ça comme excuse d'enlever son voile, il est en train d'agir comme ministre qui est supposé d'être neutre. C'est ça que je veux dire par neutralité. Ça c'est un espèce d'arnaque politique. Ça, c'est une stratégie politique qui est vieille comme le monde. C'est déjà illégal forcer une femme à porter un voile. On a déjà des lois qui rendent ça illégal. Le problème, c'est que pour toutes sortes de raisons largement politiques, les ressources nécessaires pour appliquer ces lois-là sont pas données aux bonnes autorités nécessaires pour les appliquer. Alors, qu'est-ce qu'un gouvernement fait quand il voit qu'il y a un problème et ne veut pas réellement mettre les ressources pour adresser le problème? Il crée des nouvelles lois. Puis là, vous voyez, on a agi, on a créé des nouvelles lois, mais il n'y a pas plus de ressources pour appliquer ces nouvelles lois-là, puis tout ce qu'on a fait, c'est donner plus de pouvoir au gouvernement. C'est déjà illégal forcer une femme à porter un voile. S'il y a un problème, et il y en a peut-être un, s'il y a des réellement, et je crois que oui, il y a des femmes au Québec qui sont probablement forcées à porter le voile contre leur gré. Je ne pense pas que c'est des nombres incroyables, je pense pas que c'est... Mais il y en a. Et si c'est le cas, qu'on applique les lois actuelles, qu'on rende ça très clair que c'est illégal et qu'on dise à ces femmes-là, si quelqu'un vous force à porter un voile contre votre gré, appelez la police, appelez les services sociaux les plus proches, parlez à un enseignant, parlez à quelqu'un de confiance. Et les ressources vont être là pour vous aider. Présentement, les ressources ne sont pas là. Alors, on peut faire toutes les lois qu'on veut, ça ne changera absolument rien tant qu'on ne met pas les ressources nécessaires. Commençons par mettre les ressources nécessaires pour appliquer les lois qu'on a déjà avant de commencer à donner plus et plus et plus de pouvoir au gouvernement. C'est pour ça que je vais poser la question d'abord, que est-ce que Jean-François Roberge, quand il parle de ces projets-là pour émanciper ces femmes-là, il est en train d'agir de manière neutre? C'est ça ma question. Je pense qu'il est en train d'agir de manière à donner l'impression qu'il règle un problème sans mettre les ressources nécessaires pour réellement régler le problème. Excuse-moi, moi je viens de cette communauté-là, puis j'évite de donner mon opinion par rapport à ça. Honnêtement, tu as dit que ça existe, des femmes, oui, ça existe peut-être. Peut-être que ça existe. Je pense pas que c'est un grand nombre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec tous les problèmes qu'on a, est-ce qu'on est en train de se concentrer sur ce problème-là qui existe peut-être de manière à 0,05% de la population musulmane? Je trouve ça un peu bizarre. Je sens que c'est beaucoup plus de la politique qu'on cherche vraiment d'émanciper ces femmes-là. Ben c'est clair que c'est pas ce problème-là qui va rendre ça plus facile aux Québécois qui en arrachent à l'épicerie, qui sont pas capables de payer leur loyer, qui vont jamais s'acheter de maison. Mais ça attire énormément d'attention. Ça fait susciter beaucoup d'émotions et ça fait une excellente distraction contre l'ensemble des autres problèmes qui font que les gens se sentent anxieux, se sentent inconfortables. Pourquoi est-ce que les gens se sentent anxieux et inconfortables? C'est pas parce qu'il y a des femmes voilées dans la rue, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins de base, c'est parce que quand ils regardent l'avenir, ils ne voient pas un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants, et c'est parce qu'ils se sentent de plus en plus
encadrés par des règles qui leur donnent le moins en moins de liberté d'action eux-mêmes. Et cette émotion-là, cette boule d'émotion-là, je pense que ce que certains politiciens, comme M. Roberge, essayent de faire des fois, c'est la rediriger vers « et c'est leur faute à eux ». Quand on devrait vraiment regarder d'où vient ce sentiment d'inconfort-là généralisé, et c'est pas quelques femmes qui portent un voile, je pense pas. Je veux dire, je vais être d'accord avec toi, parce qu'on est supposé d'être... Alors, on a parlé de valeurs il y a tantôt. On est supposé d'être libre dans une société où la valeur principale, je pense que les libertés fondamentales... Oui, les libertés fondamentales individuelles sont clairement dans les valeurs québécoises. Exactement. Donc, une femme qui est convaincue qu'elle doit porter un voile, pourquoi est-ce qu'on devrait entrer dans sa tête et lui dire potentiellement c'est ton mari, ton frère, ton grand-père qui est en train de t'obliger de faire ça? Ben, c'est très paternaliste aussi de dire à une femme non, si tu fais ça, c'est parce qu'un homme te l'a dit. Puis aussi, ça revient à quelque chose qui est dérangeant un peu. Maintenant, on est en train de juger la femme par son apparence, mais non ses compétences. Et ça devient très problématique. Ce qui m'amène à mon autre question. Je pense qu'il y a quand même deux choses différentes qu'il faut regarder là-dessus. La première, c'est un citoyen privé peut s'habiller comme il veut à l'intérieur de règles qui existent pour la sécurité publique. La deuxième, c'est tant que cette personne ne représente pas l'autorité de l'État. Je peux quand même comprendre, par exemple, que quelqu'un qui représente l'autorité, c'est-à-dire la capacité de l'État d'appliquer la force, la violence contre nous de façon légale, cette personne-là, je pense, doit s'habiller de façon à ne pas projeter l'idée qu'elle agit selon une certaine idéologie qui n'est pas l'idéologie de l'État. Il y a à ça un troisième problème qui est que, pour des raisons que je ne crois pas légitimes, il y a beaucoup de gens qui voient les symboles religieux comme étant des symboles intrinsèquement négatifs. Alors, ils commencent à les mettre dans la même catégorie que les symboles haineux. Puis ça, je pense qu'il faut absolument mettre fin à ça. Mais ça, c'est un devoir de sensibilisation, c'est un devoir d'éducation, c'est un devoir, je pense aussi, de créer des ponts culturels pour que quelqu'un qui voit une femme voilée et il voit un symbole misogyne comprenne que c'est pas le cas. Et ça, c'est pas moi qui peux faire ça. Ça doit venir de ta communauté, je pense. Non, bien sûr. Sauf que, comme tu as dit, le Québécois, il voit peut-être... quand il voit une femme voilée, il voit quelqu'un qui est obligé de porter un voile. Moi, quand je regarde une femme voilée, je me rappelle de ma mère qui a porté son voile malgré sa communauté libanaise qui ne voulait pas qu'elle porte son voile. Ma grand-mère qui portait son voile, tu sais, dans les années 1960-1950, le voile, c'était un peu court, il le portait jusqu'à là, parce que pour elle, c'était non seulement une obligation religieuse, mais aussi c'était sa compréhension personnelle de la modestie. Donc, moi, je regarde ça de cette manière-là, aussi simple que ça. Je veux revenir sur le deuxième point que tu as mentionné. Je pense que ce que tu as dit, c'est quoi le terme que tu as dit? L'autorité? L'autorité, la force, ce que la commission Bouchard-Taylor disait, la capacité coercitive. Capacité coercitive. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que, je suis en désaccord avec toi ici, mais sauf qu'on est là pour dialoguer, pourquoi est-ce que tu penses qu'au Québec, on devrait avoir ça, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là? Parce que la nature très spécifique de la capacité d'appliquer la force contre quelqu'un exige de le faire avec le plus de restrictions, le plus de retenue possible. Si quelqu'un, dans une situation d'urgence, rentre ici, défonce la porte et nous pointe des fusils dans le visage, je dois immédiatement être capable d'identifier s'il s'agit de quelqu'un qui opère avec l'autorité et selon les règles, en conformité avec les principes fondamentaux de l'État. Parce que si c'est n'importe qui d'autre, ce qui est en train de se faire, je suis victime d'un crime et j'ai le droit de me défendre avec mes propres moyens. Donc, parce qu'on agit dans une réalité où on applique la force contre nous, et la force, c'est pas rien, une société libre, un être libre réagit de façon très négative à l'application de la force contre lui. Je pense que ça vient avec un devoir de réserve, une obligation de rendre le plus clair possible pour qu'il n'y ait aucune confusion imaginable, que c'est fait avec l'autorité et selon les principes de l'État. Et ça, je crois que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aucune possibilité de confusion, même symbolique, dans ce qui pousse l'agent de l'État à agir. Mais
Juste pour répondre à ma question, je veux dire, pourquoi ces règles-là, ce problème-là que tu as relevé, qui est un point à discuter, pourquoi tu ne penses pas qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, ils n'ont pas eu ce problème-là? Pourquoi les sociétés anglo-saxonnes, en général, ils n'ont pas ce problème-là? Ben, ce que certaines sociétés anglo-saxonnes font, c'est qu'ils créent des variantes de leur uniforme qui sont alignées à certaines valeurs, certaines pratiques religieuses. Alors quand même, la notion de l'identification immédiate se crée. Ce qu'on ne pourrait pas faire ici? On pourrait. Je suis en désaccord avec la position des anglo-saxons là-dessus, des sociétés anglo-saxonnes. Et je veux dire, j'ai vécu des années à New York, j'ai vécu à Londres, là, ça fonctionne. Je crois que le contexte social est peut-être différent. On a au Québec, on a une relation avec le pouvoir qui est différente de la relation avec le pouvoir qu'ils ont en Angleterre, aux États-Unis. Et ça, je pense que ça émane de notre histoire culturelle qui est beaucoup axée aussi à la façon où l'autorité morale était exercée. L'autorité morale dans la culture québécoise émane beaucoup de son passé catholique. On est fondamentalement une société post-catholique où l'autorité morale s'exerce du haut vers le bas, de façon très pyramidale, très hiérarchisée. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, dans la façon qu'on conçoit l'exercice du pouvoir, on la voit comme quelque chose qui vient du haut vers le bas et on s'est créé une démocratie là-dessus en disant, bien, collectivement, on prend contrôle du haut. Ailleurs, à travers le monde de l'anglosphère, c'était une culture où la moralité de l'influence de l'Église protestante, et je veux dire, moi j'ai été élevé dans la foi protestante, alors je comprends très bien un peu les deux, où l'autorité morale vient de la communauté et se bâtit vers le haut. Alors, on peut accepter une pluralité d'expressions d'autorité morale dans une société qui a la construction sociale de l'anglosphère, où l'autorité morale émane de la communauté et monte. J'aimerais qu'un jour, le Québec vienne à avoir une société où on a une conception de l'autorité morale de cette façon-là. Moi, ma conception de l'autorité morale, elle est certainement comme ça. Et il y a beaucoup de courants à l'intérieur de la société québécoise qui voient l'autorité morale comme venant du bas et se construisant vers le haut. Mais ce n'est pas encore suffisamment généralisé à travers la société québécoise, je crois, et ça ne le sera peut-être pas jamais. Ça ne le sera peut-être jamais, je ne sais pas. Mais jusqu'à ce qu'on ait collectivement une conception de l'autorité morale qui permet ce genre d'expression du bas vers le haut, il y a des problèmes de cohésion sociale qui pourraient émaner si on fait un bris trop vite avec cette conception-là, qui est encore très post-catholique. Donc, les problèmes que tu as évoqués en soi, c'est tout simplement des problèmes sociaux. Ce n'est pas nécessairement le problème avec le signe, c'est la perception de la personne. C'est purement, je crois que c'est strictement une question de perception. Tu ne penses pas que... Je t'interromps, désolé. Là. Je l'ai fait tantôt, là, on parle, c'est correct. Tu ne penses pas qu'avant de brimer quelque chose qu'on considère comme des libertés fondamentales chez quelqu'un, il faudrait essayer de changer doucement mais sûrement cette approche de la société par rapport à n'importe quel signe religieux? Le concept clé ici, c'est lentement mais doucement. Et oui, je reconnais, ça brime absolument les droits fondamentaux d'une personne de dire, par exemple, tu ne peux pas exprimer certaines croyances, tu ne peux pas exprimer ta conscience de certaines façons dans certaines situations. C'est très dangereux. Oui, mais le régime juridique et moral au Québec, au Canada, c'est que les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Ils existent toujours en négociation avec les autres droits fondamentaux. Et je crois que moi, en tant que membre de la société québécoise, j'ai un droit fondamental d'avoir une certitude, même symbolique, que quand le gouvernement applique la force contre moi, il le fait seulement selon les principes du gouvernement. Les principes selon lesquels j'ai un certain contrôle démocratique. Et je crois que ça brimerait potentiellement mes droits fondamentaux si jamais je venais avoir une croyance raisonnable que l'autorité, la force du gouvernement appliquée contre moi l'est faite de façon alignée à des principes qui ne sont pas les principes sur lesquels moi j'ai un contrôle démocratique, comme des principes religieux par exemple. Alors, il faut trouver un point de négociation entre le droit fondamental d'un agent de l'État d'exprimer sa conscience librement et mon droit fondamental en tant que sujet de l'État de ne pas me remettre en question, de ne pas douter
de la source de l'autorité, de la force qui est appliquée contre moi. Tu as utilisé beaucoup de mots-clés ici. Potentiel, doute. Moi, je serais d'accord avec toi si tu es capable de me prouver avec des études, avec des chiffres, et de me dire que, écoute, telle personne, quand elle porte ce signe-là, est capable et ne se comporte pas de manière conforme aux règles et aux normes ou aux droits de l'entité dans laquelle il travaille. Mais parler de brimer les droits ou la liberté fondamentale de certaines personnes pour des doutes ou comment je me sens, c'est très, très problématique, tu ne crois pas? Tout une question de sentiment. Oui. Je pourrais donner une réponse de philosophe un peu inutile de dire de genre, ben oui, mais si on crée un règlement qui dit que tu ne peux pas porter tel symbole et tu le portes, de facto, tu as démontré que tu ne respectes pas les règlements. Alors, mais c'est un peu, tu sais, c'est un peu artificiel. On a créé un règlement précisément pour pouvoir créer ce conflit-là. Ce que je veux dire, c'est tant si longtemps que tu ne m'apportes pas des faits et tu me parles juste des sentiments. Je sens que c'est dommage que tu es en train d'empêcher quelqu'un de travailler sur juste des sentiments. Mais c'est un sentiment aussi, dire sur... je dois absolument porter tel symbole. Ça aussi, c'est un sentiment. Ouais, c'est un droit. C'est ça la différence. Oui, mais je pense que, mais les droits émanent de sentiments de confort, de fierté, de pleine citoyenneté, de liberté. Tout ça, c'est pas des choses qu'on peut prouver. Je peux pas prouver que tu es libre ou tu l'es pas. C'est quelque chose que tu le sens ou tu le sens pas. C'est pas parce que quelque chose est ressenti que c'est pas nécessairement vrai. Puis c'est pas parce que quelque chose est seulement ressenti qu'on ne peut pas agir socialement là-dessus. Je suis totalement d'accord que si on rentre dans, par exemple, des questions d'allocation de ressources ou des questions économiques ou des questions... Là, je veux dire, il y a un devoir de s'assurer que ce qu'on fait est fait. C'est en train de déraper comme ça, c'est pour ça, malheureusement. Vous voyez, on a commencé avec l'utilisation de la force dans ce que la commission de Bouchard-Taylor a commencé. On est arrivé aux enseignants et maintenant au CPE. Malheureusement, cette logique-là, qui est discutable. Écoute, moi, je ne crois pas qu'un enseignant est un représentant de l'autorité de l'État. Mais... je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, ça a dérapé jusqu'à là. Fait que, et ça peut aller jusqu'à où, je ne sais pas. Alors, avant de commencer à questionner les libertés fondamentales des personnes, prouvez-moi que cette personne-là qui est un gendarme, qui est un policier, qui est capable... Mais comment je le prouve? Mais c'est toi qui te sens comme ça. Non, mais c'est parce que si le standard, c'est de dire tu dois le prouver, je veux dire, il faut que ce soit prouvable. Alors, comment je le prouve? Moi, je te dis, écoute, il y a des exemples de sociétés dans le monde qui ont des personnes qui portent des signes religieux, qui sont des policiers, qui font partie de la gendarmerie. Est-ce que tu es capable de m'énumérer des études qui disent que, regarde, eux, ils ne pratiquent pas leur emploi de la manière qu'il faut? Si tu n'es pas capable de... Si moi, je te dis, écoute, pourquoi tel juge est capable... Écoute, tu n'es pas contre les juges, je pense. Non, OK, c'est ça. Telle policière ou tel Sikh qui est policier, par exemple, à New York, qui est en train de compléter son emploi comme il faut, et il y a 98% des cas qui sont corrects. Toi, tu vas me dire, mais écoute, moi, ma société n'est pas prête à accepter un Sikh qui a un gun. Je trouve ça un peu dommage, non? OK, bâtissons jusqu'à ce point-là. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas contre de comprendre la complexité de la société dans laquelle nous sommes et d'arriver à ce point-là. Je ne suis pas contre ça. Sauf que, malheureusement, on a commencé là, puis ça a dérapé jusqu'à interdire des personnes voilées d'enseigner des enfants à la garderie. Moi, je pense que l'application au CPE, dire qu'une gardienne dans un CPE exerce l'autorité de l'État, je pense que c'est rendu... on est d'accord. Ça, c'est faux. C'est rendu... Une gardienne dans un CPE n'opère pas avec la capacité coercitive de l'État. Elle n'a pas la capacité d'appliquer la force contre nous avec l'aval de l'État. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on devrait faire. Mais si on va, par exemple, jusqu'aux policiers, chaque société trouve son équilibre. Et puis, c'est normal que deux sociétés différentes trouvent des points d'équilibre différents aussi. Je pense que tu es d'accord pour dire, par exemple, qu'un policier ne devrait pas agir avec un slogan politique. Je veux dire, si un policier rentre ici et puis il y a un écusson du Parti libéral du Québec, je pense qu'on a un problème. Alors, on est d'accord pour dire
on est tous, toi et moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est correct de mettre certaines limites à l'expression de la conscience des agents de l'État dans certains cas. Là où il y a peut-être un désaccord, puis c'est parfaitement normal dans une société que chaque personne mette le point d'équilibre de façon un peu différente, c'est, elle est où exactement cette ligne-là? Aux États-Unis, ils disent, cette ligne-là, elle permet le port de symboles religieux. Au Québec, cette ligne-là, elle ne le permet pas. Est-ce que cette ligne-là peut bouger dans le temps? Absolument. Ce qui va faire qu'elle va bouger dans le temps, par exemple, je ne crois pas que ça devrait être du pouvoir législatif qui agit à contrario d'un consensus social. Ça devrait venir du consensus social et devenir de l'action législative. Et le consensus social n'est pas présent. N'est pas présent. OK. Écoute, on est en désaccord par rapport à comment on va arriver là, mais au moins on est en train de dialoguer par rapport à ça. Puis je pense qu'avec le dialogue, puis le travail de ma communauté par rapport à ça, on va peut-être arriver un jour par rapport on va arriver un jour avec... Et là-dessus, je veux dire, oui, j'ai dit tantôt, et je le maintiens, ça doit venir de ta communauté, mais il y a une responsabilité de la part de l'ensemble de la société québécoise d'être ouvert à ça aussi. À ça, exact. Parlez tantôt de baromètre ou comment est-ce que tu peux prouver que quelqu'un n'est pas en train d'agir selon les règles de son emploi. Et on mise trop sur le mot neutralité. Neutralité. Tu ne penses pas que le mot-clé devrait être objectivité? Parce que l'objectivité, c'est quelque chose qui peut être mesuré. Tu sais, je passe beaucoup de temps à faire des discussions sémantiques parce qu'on utilise beaucoup de mots de façon peut-être un peu cavalière. Alors, je vais commencer par définir ce que moi je veux dire par ces termes-là. Il y a neutralité, objectivité, impartialité. Le standard le plus élevé, c'est, selon moi, l'objectivité. L'objectivité, ça veut dire que c'est l'objet lui-même qui parle. Je ne crois pas que l'objectivité est possible pour l'être humain, parce qu'on doit toujours faire l'expérience d'un objet par nous-mêmes qui sont sujets. Donc, c'est toujours subjectif. On peut tendre vers l'objectivité, on peut viser l'objectivité. Une des façons qu'on peut le faire, c'est d'aller chercher le plus de perspectives possible pour que s'il émane un consensus de gens qui ont une expérience subjective d'une chose, là, on peut dire ça doit être quelque chose de très proche de l'objectivité, au moins du point de vue humain. Mais quand même, je pense que l'objectivité, l'humain n'y a pas accès. Peut-être que Dieu y a accès, l'humain n'y a pas accès. La neutralité, selon moi, ça veut dire ne pas avoir d'intérêt dans le résultat. Alors, la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse qui tenait l'argent de tout le monde, à toute fin pratique, n'avait pas d'intérêt dans le résultat. Peu importe qui gagnait, eux autres, ça n'avait pas tant les affecter. Ça, c'est la neutralité. La neutralité, elle est possible, mais il faut être très détaché de ce qui se passe. Alors, je ne crois pas, par exemple, que quelqu'un qui est actif dans la société québécoise peut réellement être neutre aux enjeux québécois parce qu'on va tous les vivre ensemble. Après ça, il y a l'impartialité. L'impartialité, selon moi, c'est un état mental dans lequel on ne tend pas et on ne travaille pas envers un résultat quelconque ou envers un parti pris quelconque. Je crois que l'impartialité, elle est possible avec une grande discipline intellectuelle, une grande discipline émotive. Mais l'impartialité, par exemple, les juges sont supposés en faire preuve. Les journalistes sont supposés en faire preuve. C'est pas toujours parfait, mais c'est ça l'idéal et je crois que ça, c'est atteignable. Alors, quand on parle de ces choses-là, je pense qu'on devrait éviter de parler d'objectivité. On peut parler de neutralité, mais on peut seulement parler de neutralité de la façon qu'un observateur international va être neutre par rapport aux résultats des élections chez nous. Et on devrait beaucoup plus parler d'impartialité, où on reconnaît que oui, la personne peut avoir des intérêts dans le résultat, mais peut quand même, avec une discipline humaine qui est atteignable par tout le monde, qui a une intelligence normale, je crois, mettre ça de côté et pas pousser de l'avant ses intérêts. J'aime cette réponse. Bravo. OK. Maintenant, on va parler un peu d'histoire ou d'esclavagisme, comme selon PSPP. Là. Le peuple québécois a-t-il été colonisé ou dominé? Probablement un peu des deux. Et il a aussi colonisé et dominé d'autres. Je veux dire, un n'empêche pas l'autre. Une domination... Là, encore une fois, il faut qu'on définisse nos termes. Là. Si on parle de domination, je pense que la façon qu'on en parle généralement, ce que les gens veulent dire quand on parle de domination, ça veut dire le fait d'être assujetti au pouvoir arbitraire d'un autre. Alors que quelqu'un d'autre peut prendre des décisions. Si moi je suis dominé, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut prendre des décisions qui vont m'affecter sans prendre en compte mes intérêts. Et ça, définitivement, c'est déjà arrivé au peuple, ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple québécois, le peuple canadien-français à l'époque, je crois, était dominé par des intérêts qui avaient la capacité d'agir sur lui sans nécessairement être obligé de prendre ses intérêts en compte.
Est-ce qu'il a été colonisé aussi? Oui. Le peuple canadien-français était établi, avait une société propre à elle-même qui a été assujettie à une prise de contrôle par une puissance étrangère pour en faire une extraction économique. Ça, c'est une forme de colonisation. Je dirais, ce qu'on tend à oublier avant ça, c'est que c'est pas comme si c'était un monde idyllique avant. Le peuple canadien-français, avant d'être colonisé par les forces britanniques, était colonisé par la France. Les officiers qui existaient, c'est pas comme si avant la conquête, c'était une démocratie élective, là. C'était une autorité absolue d'une monarchie étrangère qui agissait sur nous. C'est tout ce qui est arrivé en 1759, c'est qu'on a échangé une puissance coloniale qui dominait le peuple canadien-français par une autre. Et faut pas se leurrer là-dessus non plus. C'est intéressant que tu dis que ils étaient colonisés par les Français de la France. Mais tu sais, ça faisait 250 ans à peu près que les premiers colons étaient arrivés. Mais ils ne sont pas juste des descendants? Mais tu peux être dominé par quelqu'un dont tu partages une descendance. C'est entièrement possible. Tu peux être dominé par ton frère. C'est pas parce que vous avez Non, domination puis colonisation. Je parle de comment est-ce que les descendants de colons sont colonisés par ce colon. C'est comme ça que je le vois. Ben, comme je disais, c'est pas parce que deux personnes ont des ancêtres communs qu'il ne peut pas exister une relation coloniale entre les deux. En 250 ans, je veux dire, le peuple canadien-français, de ce que j'en comprends, était vu par les autorités coloniales françaises pas comme les mêmes personnes. Ils n'étaient pas vus comme étant « nous sommes le même monde ». Ils se voyaient comme des autorités coloniales de la France qui venaient administrer un peuple différent. En 250 ans, il y a beaucoup de divagations culturelles qui peut arriver. Encore une fois, je ne suis pas historien, là, et je suis sûr que je vois déjà les commentaires déferler, là, mais c'est pas comme si les autorités françaises voyaient les colons canadiens comme étant des égaux. T'as aucune idée, le genre de débat, que ce genre de questions... Ah oui, comme je les vois déferler les commentaires déjà. Bonjour les commentaires, c'est correct, on vous aime, salut, soyons respectueux s'il vous plaît, je ne suis pas historien, je ne prétends pas à ça. Ce que je veux dire... je dois arrêter de dire ce que je veux dire, c'est une des remarques que je reçois. Moi, c'est dans le fond. Dans le fond, ouais. Ou attends, un des commentaires disait que je disais beaucoup en tant que tel. Fait que là, je suis allé monter sur ChatGPT. Qu'est-ce que je peux utiliser autre que... Okay. Pour continuer. Les personnes qui critiquent cet argumentaire que le peuple québécois fut colonisé dit que nous mettons au même piédestal les colons français et les 11 nations autochtones. Non, je pense qu'on ne peut pas les mettre sur un piédestal. Non. Mais c'est comme ça que ça paraît, c'est ça leurs arguments. C'est pour ça qu'ils insistent sur le fait que le peuple québécois fut dominé, pour les raisons que tu as énumérées, et les 11 nations autochtones, les Algériens, les Indiens, eux, ils furent réellement colonisés. Il y a eu une période de temps, je crois, où les Canadiens français, puis là, j'utilise le mot Canadien français parce que, comme je disais tantôt, le terme québécois en tant qu'identité plus tard. Mais il y a définitivement eu une période où les Canadiens français occupaient une position peut-être, je dirais pas identique, mais dans le même ordre de grandeur que, disons, les Algériens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je crois que cette période-là a peut-être pas été aussi longue que certaines personnes aiment dire qu'elle l'a été, probablement pour des objectifs politiques et identitaires. Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu une période où c'était le cas. Excuse-moi, donc ce que tu veux dire, corrige-moi si j'ai mal compris, c'est que le peuple québécois fut traité de la même manière que les Algériens? Ben, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas algérien. Je n'ai pas la connaissance du traitement algérien par les forces coloniales qui les dominaient. Ouais, parce qu'il y a eu plus ou moins 8 millions de martyrs. OK, c'est définitivement pas ça. Je veux absolument pas donner cette impression-là. Il n'y a pas eu de campagne d'éradication. Et je veux certainement pas non plus donner l'impression que je mets le peuple canadien-français
dans une situation où je dis qu'elle est comparable aux nations autochtones du Québec aujourd'hui, c'est complètement ridicule. Ce serait absurde de dire ça aussi. Le poids politique, la capacité politique du peuple canadien-français, même à son plus bas, était nettement supérieur à ce qui a été accordé aux peuples autochtones. OK. Ben, parlons de nations autochtones. Tu as fait une capsule sur TikTok et tu as parlé des 11 nations autochtones. Tu les as même nommées. Je suis pas. Je veux mémoriser les 11 nations. Je suis pas capable de les nommer aujourd'hui, mais je travaille là-dessus parce que je pense que c'est super important, au minimum, d'être capable de les nommer. Juste que tu élabores sur ce que tu as dit au début, tu penses qu'ils sont encore colonisés aujourd'hui? Oui. OK. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a encore des décisions qui sont prises à leur égard qui les affectent sans que leurs intérêts soient réellement pris en compte. C'est moins grave que ça a déjà été, mais ça ne veut pas dire que c'est correct. Et là-dessus, c'est pas juste le Québec qui le fait. Là. Soyons clairs, c'est largement des lois canadiennes, des lois fédérales qui font ça. Même les Américains. Même les Américains aussi, oui, c'est similaire aussi. Je veux dire, oui, selon moi, si on veut parler d'un standard de colonisation, c'est on utilise une force, encore une fois, je reviens toujours à ça parce que c'est très important dans ma vie, qui a le droit d'utiliser la force, pour prendre des décisions qui vont extraire une valeur économique contraire aux intérêts d'un groupe sans que les intérêts de ce groupe-là soient pris en compte. Ça arrive encore régulièrement présentement. Je pense que ce serait de l'aveuglement volontaire, dire autrement. Il faut absolument qu'on arrête de faire ça. Il y a aussi quelque chose qu'on mentionne rarement sur la télévision, c'est que la plupart du territoire québécois, c'est un territoire considéré pour les peuples ou les nations autochtones un territoire non cédé. Pourquoi tu penses qu'on ne parle pas jamais de ça? J'ai fait mes études en droit à McGill juste quelques années. D'ailleurs, McGill, c'est une terre non cédée. Oui. Quelques années après les résultats de la Commission sur la vérité et la réconciliation qui disait, entre autres, que c'est très important d'enseigner les notions de droit autochtone. Alors, mes notions de droit autochtone viennent du tout début de cette espèce de tentative-là. Je ne prétends aucunement être un expert en droit autochtone. Et de grâce, s'il y en a qui écoutent ça, corrigez-moi, je vous en prie. Mais de ce que j'en comprends, la notion de droit au territoire est fondamentalement différente pour la plupart des peuples autochtones qu'elle l'est dans les peuples eurocoloniaux. Ce qui fait que je pense que c'est ça qui mène à une levée de bouclier chez les eurocoloniaux, le peuple québécois. Quand on parle de terre non cédée, parce qu'ils ont l'impression, dans la conception, disons, européenne de la possession de la terre, c'est une possession exclusive. Si moi, je suis propriétaire d'une terre, ça veut dire que toi, tu ne l'es pas. Puis si moi, je suis propriétaire d'une terre, j'ai le contrôle exclusif de tout ce qui se passe sur cette terre-là. Toi, tu ne peux rien faire sans ma permission. Ça, c'est la conception européenne du territoire, de la possession, du droit au territoire. Ce n'est pas la conception qui existe dans les traditions juridiques autochtones, à ma connaissance. Gros bémol, parce que je ne prétends pas être un expert là-dessus. Alors, quand on parle de territoire non cédé, ça ne veut pas dire que les peuples autochtones revendiquent d'avoir le droit et le contrôle exclusif sur le territoire et même pouvoir enlever les gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ça veut dire une notion de droit partagé. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent décider que tu t'en vas, mais ça veut dire que tu ne peux pas nécessairement décider qu'ils s'en vont non plus. Et cet équilibre-là est encore largement inexploré dans le droit canadien et le droit québécois. Est-ce qu'il est même discuté? Discuté, oui, énormément. Et là-dessus, il faut dire, la côte ouest, la Colombie-Britannique, a fait des développements fascinants qu'on devrait certainement explorer, en partie parce que la côte ouest a été colonisée beaucoup plus tard, alors les traditions autochtones sont encore beaucoup plus fortes, beaucoup plus vivantes, les communautés autochtones sont encore beaucoup plus capables de les énumérer et les revendiquer. Mais il y a une sorte on pourrait quasiment parler d'un fédéralisme à 3 paliers qui commence à se développer sur la côte ouest, où différents groupes, selon leur conception des droits au territoire, sont capables de partager le droit au territoire. Okay. Mais c'est tout nouveau et on a énormément de travail à faire. Parce que je sens qu'au Québec, il y a une reconnaissance des peuples autochtones, mais ça ne se matérialise pas sur le terrain.
Très peu, en effet. Et si on regarde, je veux dire, juste les lois qui ont été adoptées ou qui sont en train de se passer à travers l'Assemblée nationale, maintenant, on reste dans une espèce d'optique de... On met les Autochtones dans le préambule, là, mais on fait rien de concret pour eux dans le projet de loi lui-même. Même quelque chose de simple, quelque chose de symbolique, on a parlé de symboles avant, je me suis toujours demandé, je sais pas, Montréal, c'est Tiatoké ou quelque chose comme ça, comme terrain? Ça, Montréal veut dire... Ouais. Je suis pas montréalais, alors je connais un peu moins. Là. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose de symbolique, je ne dis pas au point d'aller à chaque région apprendre la langue des nations auxquelles elle appartient, mais quelque chose de symbolique, par exemple Montréal, juste mettre en bas le nom de... Ouais, ça serait intéressant. C'est quelque chose de simple. Je ne pense pas que ça va fâcher qui que ce soit, puis ça va montrer une certaine appréciation. Ça va faire chier du monde, là, mais je veux dire, est-ce que ça va faire chier des gens de façon sérieuse? Je pense pas. Mais pourquoi ça fâcherait du monde? Ah, ben non, mais je veux dire, ça prend pas grand-chose pour faire chier du monde. Il y a des gens que le seuil de faire chier est très, très faible. Mais tu sais, je veux dire, si on parle de l'ensemble des gens raisonnables... Ça serait intéressant. Je veux dire, la Nouvelle-Zélande commence déjà à le faire. Aotearoa ou Aotearoa, je suis désolé, le maori ne me vient pas à la tête, mais ils reconnaissent le terme maori qui est, je crois, je passe pas. Aotearoa ou en tout cas, ils reconnaissent le terme maori comme étant co-égal à Nouvelle-Zélande dans plusieurs documents officiels. Je pense que c'est une super belle chose. Aller commencer par ça, ce serait une bonne chose. Je veux dire, moi, j'adorerais comme exercice, strictement comme exercice, pourquoi pas traduire le Code civil dans ce qu'on connaît des langues autochtones? Ce serait une super belle façon de développer les langues autochtones et leur donner une reconnaissance purement symbolique. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on reconnaisse le Code civil dans 13 langues différentes. Maintenant, parce qu'on a l'anglais, le français, qui ont tous les deux des forces légales égales, ajouter 11 langues à ça, ce serait peut-être compliqué à court terme, mais au moins faire l'effort, je pense que ce serait un beau geste. OK. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette conversation par rapport à ça. Maintenant, parlons du présent et des partis politiques. Un Québécois qui vote Parti québécois veut quoi exactement aujourd'hui? Oh, il y a tellement de... faudrait demander à chaque Québécois qui vote Parti québécois. Une chose que j'essaie d'éviter de faire, parce que je trouve que c'est irrespectueux quand les gens me le font envers moi, c'est spéculer sur l'état d'esprit de quelqu'un. Alors, j'ai des très bons amis, de gens que je respecte, qui sont actifs, qui militent pour le Parti québécois. Et je pense comprendre pourquoi ils le font, puis je les rejoins sur à peu près 80% généralement de leurs intentions. Je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui veulent renégocier l'entente avec le Canada. Puis c'est drôle à dire parce que souvent, quand on parle de souveraineté, c'est un bris, mais ça reste que si on va plus loin que le lendemain du référendum. Tout le monde est d'accord pour dire il va falloir renégocier une entente de libre-échange avec le Canada, il va falloir renégocier une entente de transfert militaire, par exemple, une espèce alors, ils veulent renégocier l'entente avec les autres puissances de l'Amérique du Nord aussi pour pouvoir être en contrôle plus proche d'eux. Je pense que ça vient aussi beaucoup de vouloir rapatrier beaucoup des pouvoirs qui sont présentement à Ottawa à l'Assemblée nationale. C'est quand je parlais du top-down, du haut vers le bas, ça rentre beaucoup dans cette logique-là. Se dire, on veut choisir tout ce qui se passe au haut, puis après ça, le haut viendra vers nous. Je suis sensible à ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui craignent pour l'avenir de la continuité de leur culture, qui voient un futur Québec où ils ne se reconnaissent plus. Et je comprends qu'ils sont pas confortables avec ça. C'est un problème mondial, par exemple. Oui, c'est un problème mondial, en effet. Je veux dire, c'est souvent une de mes réponses. Je veux dire, moi aussi, je veux défendre le français. Moi aussi, je veux défendre notre culture. Mais l'espagnol recule en Espagne. Le japonais recule au Japon. C'est un problème mondial que je ne crois pas peut être réglé par le fait d'avoir un pays. Ça revient à ce que je disais tantôt. Le fait d'avoir un pays n'est pas garant d'être souverain. Et je comprends que pour beaucoup de gens qui votent Parti québécois, pour faire la souveraineté, pour quitter la Fédération canadienne, ils s'imaginent que ça va être la solution. Je respecte ça. J'arrive pas à la conclusion, mais comme je disais, je suis peut-être 80% du raisonnement. Moi aussi, là, je veux renégocier l'entente avec le Canada. Okay. Et qu'est-ce que tu voudrais renégocier, excuse-moi? Je pense qu'on devrait au moins revenir à l'entente fondamentale du Canada, qui était que le Canada n'était pas supposé être une nation au sens sociologique. Le Canada était supposé être essentiellement une sorte de proto-Union européenne, où
les États fédérés, les provinces, maintenaient la souveraineté sur toutes les questions qui sont vraiment importantes à l'identité locale. L'éducation, la santé, l'administration de la justice, les droits civils, les droits de la famille. De plus en plus avec le temps, à la mesure que le reste du Canada, le Canada anglais, a essayé de se bâtir un sentiment national, est venu avec ça une tentative d'imposer ce sentiment national-là sur le Québec. Mais le problème, c'est que bâtir une identité nationale, ça prend beaucoup de temps et ça prend énormément de pression et ça prend surtout certaines périodes de difficultés partagées. Ben, l'identité québécoise est le résultat d'un processus social presque 2 fois plus vieux que le Canada moderne lui-même. Quand le Canada est né, l'identité de la nation canadienne-française, qui est plus tard devenue la nation québécoise, existait déjà depuis 250 ans. Et je pense que cette reconnaissance-là, elle était claire, elle était évidente pour les Ontariens, puis les Néo-Brunswickers, puis éventuellement les Manitobains, tout ça, il y a 250 ans. Elle est peut-être plus très claire pour eux aujourd'hui. Je pense qu'un rappel de cette réalité-là serait utile. Puis une bonne façon de faire le rappel de cette réalité-là, ce serait de remettre de l'avant la division des compétences entre le gouvernement fédéral, qui était supposé strictement agir un peu comme l'Union européenne agit par rapport à des questions d'action collective, mais qui n'était jamais supposé être quelque chose qui devenait une question identitaire. Il n'était pas supposé avoir le gouvernement fédéral qui fait la promotion d'une culture canadienne. C'était supposé être une alliance de peuples plutôt que la tentative de créer un peuple. Et je pense que cette renégociation-là a besoin d'être faite. Okay. Dans ton entrevue, dans le balado Sans fil, tu parles d'un bris du dialogue social et tu dis que la solution passe par une culture citoyenne. Peux-tu expliquer concrètement ce que tu veux dire par ça? C'est quoi une culture citoyenne? Ça, je réalise que j'en parle souvent et je le définis très peu. Pour moi, une culture citoyenne, c'est une culture où l'exercice du pouvoir émane des citoyens et pas de son gouvernement. Puis, je veux dire, c'est quoi la nuance si on dit les citoyens choisissent leur gouvernement? C'est qu'on ne délègue jamais plus de pouvoir au gouvernement que ce qui est absolument nécessaire de lui déléguer pour notre bien commun. Une approche très protestante. Très protestante. Je l'assume pleinement. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, est très communautaire vers le haut versus top-down. Ça veut dire des choses comme réaliser que des groupes locaux peuvent se parler entre eux et par consensus, sans usage de force, arriver à des normes que tout le monde va respecter et que ces normes-là peuvent être reconnues et on leur donne la place d'agir par les forces puissantes. Alors, une culture citoyenne, ça veut dire des choses comme s'il y a un problème dans une communauté particulière, on n'a pas besoin du gouvernement à Québec de dire voici comment on va régler le problème chez vous. La communauté locale est capable de le faire. Le gouvernement du Québec peut rentrer en appui à ça, mais jamais en autorité, à moins que ce soit absolument nécessaire. Une culture citoyenne, pour moi, c'est ça. C'est qu'on ne donne pas plus de pouvoir au gouvernement que ce qui est nécessaire et on garde toujours, en tant que citoyen, la majorité de la responsabilité entre nos mains et même celle qu'on délègue, on se voit toujours comme étant responsable de cette action-là. Et je pense que c'est notre seul vrai rempart pour protéger notre liberté, parce que si on délègue tout notre pouvoir citoyen au gouvernement, quelqu'un a juste besoin de prendre contrôle du gouvernement pour prendre contrôle de tout. Et le plus il y a de pouvoir central au gouvernement, le moins il y en a entre les mains des citoyens. OK. Dernière question. Est-ce que Farnell pense faire de la politique un jour? J'en fais maintenant. Toi aussi, t'en fais. La politique, c'est pas juste se présenter, c'est pas juste se mettre la face sur un poteau pour après ça aller s'asseoir en arrière de l'Assemblée nationale puis se lever quand ton chef le dit. Là. La politique, c'est l'ensemble des choses qu'on peut faire pour affecter notre société. Quand je parle de culture citoyenne, c'est ça, c'est reconnaître que tu peux faire de la politique en tant que simple citoyen. Pas seulement tu dois faire de la politique en tant que simple citoyen, sinon quelqu'un d'autre va te gérer à ta place. Ça, c'est jamais ton intérêt. Bonne réponse de politique. Non, mais OK, alors je vais répondre à la question que tu me... Parce que ça, c'est la question que tu m'as posée. Ma question derrière ce que tu m'as posé, c'est est-ce que je pense me présenter avec un parti politique pour demander l'élection à quelque part? Je veux dire, j'ai été directeur de campagne pour un de mes bons amis plusieurs fois. Alors, j'ai des amis qui sont en politique élective, ce qu'on parle. Il faudrait que je sois convaincu que c'est vraiment la meilleure façon pour moi d'avoir le genre d'impact que je veux, surtout à protéger nos libertés, mais à s'assurer que, pour moi, la politique, ça commence à s'intéresser au bien-être de son voisin.
Et pour avoir vu un peu derrière le rideau, il y a beaucoup de gens qui ont des postes élus, qui viennent avec des titres, qui ont en pratique très peu de capacité, très peu de pouvoir pour faire ça, parce que la réalité dans laquelle ils vivent, les négociations qu'ils ont fait avec les autres membres, les autres instances du pouvoir, font que leur propre pouvoir à eux est très limité. Il faudrait que je sois convaincu que c'est possible pour moi de continuer à avoir le genre de latitude pour avoir un impact qui m'intéresse et qui est dans ce que je crois être dans les intérêts de tout le monde. Alors, c'est pas impossible. Ça se peut. C'est juste, c'est très difficile dans la culture politique actuelle se tailler ce genre de place-là. Et les gens qui tendent à essayer de le faire se font écarter ou brûler très vite. Excellent. Monsieur Farnell, merci beaucoup. Merci. Bienvenue chez ALP. On espère vous revoir peut-être qu'ici. On se vous voit, là. Ouh! Merci. Non, j'espère apprécier. Merci beaucoup.